Merci d'être avec nous en direct jusqu'à 11 heures. Et Jean-Daniel, là encore, avec cette étude auprès de 7000 Français, vous arrivez avec ces révélations. On vous écoute. Et puis, révélation auprès des moins de 35 ans. Oui. Quand on regarde, en fait, d'un point de vue général, Thierry en parlait à l'instant, c'est le rapport au salariat, le rapport à une forme de regard sur un parcours qui peut être indépendant à caractère personnel. On a un quart à peu près de la population des moins de 35 ans qui n'a jamais été salarié. Et quand on interroge également cette population de moins de 35 ans, on en a la moitié d'entre eux qui ne se projettent pas à l'avenir vers le salariat. Donc ce qui apparaissait comme étant un modèle, qui était un modèle par lequel les générations antérieures avaient été construites, ne traverse pas aujourd'hui les jeunes générations, et le côté en fait de pouvoir être indépendant dans tous les sens du terme dans le cadre de sa vie professionnelle constitue l'ossature pour la moitié des jeunes générations. Et vous avez réalisé cette enquête après 1 an et demi de pandémie, donc, où la réflexion aussi a beaucoup fait progresser, j'imagine. Absolument, mais qui s'inscrit dans une tendance qui est une tendance lourde, et où la pandémie n'a pas été une rupture absolue par rapport aux enquêtes qu'on pouvait amener à réaliser par le passé. On en parlait tout à l'heure également concernant la vie active et la période de formation que l'on peut avoir par ses propres moyens. Dans le détail, ça touche la moitié des personnes qui sont aujourd'hui salariées dans le privé et plus de 6 personnes sur 10 qui sont indépendantes. Donc on est également dans des registres où on n'a pas toujours en fait le sentiment d'avoir des supports ou un appui extérieur ou une impulsion extérieure qui permet, soit quand on est dans une structure qui est une structure cohérente, qui est une structure de salariat, soit quand on est dans une structure d'indépendance, telle que peuvent être les personnes qu'on a été amenés à interroger. Est-ce que ça veut dire qu'on voit clairement ce qu'il faut faire, comment il faut faire? La réponse est non. Et on va le voir s'afficher ici. On a 38% des salariés du privé et 47% des indépendants qui ont, dans un même élan, identifié les compétences à acquérir et qu'ils savent comment faire pour pouvoir les acquérir. Alors, assez logiquement, de la part des indépendants, le niveau, en fait, est un niveau qui est plus élevé, parce qu'en fait, ils ont quasiment tous les bouts de la chaîne entre leurs propres mains, mais malgré tout, on a toujours besoin d'avoir un conseil, un apport extérieur ou un élément de compréhension de ce que peuvent être les enjeux. On va finir sur un dernier aspect, notamment sur les indépendants, et sur savoir sur qui compter. On a parlé de différents acteurs, et on n'a pas encore parlé en fait des branches professionnelles. Et ces branches professionnelles constituent auprès de ceux qui exercent une activité de profession libérale un appui, et plus de 60% d'entre eux déclarent en fait qu'ils ont déjà eu recours à une formation via des branches professionnelles. Donc on a cette palette qui existe aujourd'hui de la part de Français qui sont salariés, qui sont indépendants, qui sont professions libérales, qui vont pas toujours savoir précisément. Et je rebondis en fait sur le propos de Claire tout à l'heure, à savoir arriver un peu à débroussailler pour pouvoir aider les uns et les autres à anticiper ce que peuvent être les métiers de demain, les compétences qui peuvent être attendues. Indéniablement, il y a cette attente, et avec des Français qui, dans un même élan, quel que soit quasiment leur statut, pour au moins la majorité d'entre eux, cherchent à se débrouiller pour pouvoir se former et se dire qu'il y a besoin de devoir évoluer. Oui, rôle majeur des branches professionnelles. Merci Jean-Daniel. Vous pouvez réagir directement. David Cluzo, on a commencé un petit peu à l'évoquer. Pour accompagner leur secteur en formation, elles seront centrales, ces branches, aujourd'hui et demain. Oui, je pense que les branches ont au moins trois rôles à jouer plutôt assez importants. D'abord, résoudre la question du financement de la formation. L'ont pas tout à fait en main, puisque maintenant on est dans un système un peu complexe où c'est l'État qui est pilote. Mais malgré tout, les branches doivent réfléchir à la mutualisation qui va porter le plus de fruits pour l'ensemble des salariés d'un secteur professionnel. Oui. Notamment quand il y a beaucoup de petites entreprises ou des professions libérales, comme ça vient d'être cité. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à la question de l'optimisation de ces fonds, et réinventer aussi probablement la manière de former, avoir des modalités pédagogiques un peu innovantes qui vont résoudre aussi des problématiques de mobilité. Je parle de mobilité géographique, là, pour le coup, c'est assez important avec la formation à distance, et la crise nous l'a un peu appris. Et puis avoir des parcours qui soient beaucoup plus ajustés en termes de formation, avec des blocs de compétences, d'identifier certifications qui seront importantes. Le second rôle des branches, c'est probablement de développer le conseil en évolution professionnelle. Il existe déjà, il est un peu
décentrer des branches à l'heure actuelle. On le regrette, mais bon, c'est un choix de la dernière réforme de la formation professionnelle, et d'avoir un conseil en évolution professionnelle qui permet d'accompagner les salariés et qui permet aussi par ce biais-là d'avoir une réflexion sur l'accompagnement des entreprises, notamment des plus petites, pour avoir finalement une forme d'accompagnement RH, parce que c'est pas naturel non plus de développer les plans de développement de compétences et de penser la formation pour les salariés. Donc les branches ont ça à faire en communiquant tous les travaux prospectifs qu'ils auront pu faire en disant voilà vers où on va et voilà de quelle manière éventuellement on y va, voilà quelles sont les grandes tendances et les grands enjeux de vos secteurs professionnels à l'avenir. Je crois que au moins sur ces 3 points-là, le rôle des branches est tout à fait essentiel. Le financement, le conseil des salariés et des entreprises, et puis la dynamique prospective au sein des observatoires, comme Claire le disait tout à l'heure. Et puis elles ont ce rôle sur, on en parlait, l'attractivité des métiers. Vous voulez réagir, Thierry Pech, à ce qui vient d'être dit, le rôle des branches, ou en tout cas ensuite trouver d'autres acteurs justement pour pousser ces formations sur l'accompagnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut développer un accompagnement lucide, au plus près des gens. Et la lucidité, ça suppose quand même d'avoir une vision un peu panoramique des problèmes, des évolutions, de l'évolution des secteurs économiques. Et ça, je pense que pour le coup, ça peut être la valeur ajoutée des branches professionnelles de donner cette lecture. Et puis vous, votre positionnement, c'est d'aller regarder aussi un peu ce qui se fait à l'étranger pour pouvoir, s'il le faut, apporter des méthodes intéressantes. Oui, bien sûr. Je pense, mais ça serait un sujet un petit peu différent, mais je pense qu'au moment où les gens arrivent sur le marché du travail, les jeunes, en France, très souvent, il y a les études et puis le travail. Et il n'y a pas assez d'hybridation, là. Il n'y a pas assez de friction. On en a installé, bien sûr. On a demandé à des tas de jeunes de faire des stages. L'apprentissage, l'alternance a permis ça. Mais je pense que ce qui se passe au Danemark, que j'avais un peu observé, c'est très rare qu'un actif danois n'ait pas passé 2-3 ans à faire des allers-retours entre études et travail à ce moment où il entre sur le marché du travail. Et c'est très important pour se trouver. Du point de vue des individus, tant que vous n'avez pas goûté à la vraie vie du travail, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous pouvez penser qu'un truc va vous plaire et en réalité, ça vous déçoit. Je me souviens, j'ai dirigé une maison d'édition. Si je peux donner un exemple, je me souviens d'une personne qui était iconographe pour l'édition. C'est un métier qui était en train de mourir parce que avec Internet, on n'avait plus besoin de ça. Et cette personne m'a dit, je ne sers plus à rien. Voilà. Je l'ai retrouvée par hasard. Elle vendait des fromages dans une crèmerie. Elle était très heureuse. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Elle n'avait pas fait assez ses allers-retours. Elle savait pas ce qui lui plaisait, etc. En fait, la relation commerciale lui plaisait beaucoup à cette personne. Je donne cet exemple parce qu'il est saisissant, mais je crois qu'il faut donner aux individus les meilleures chances de se trouver eux-mêmes, de savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et ça, tant qu'on n'a pas goûté, on ne sait pas faire. Oui. Donc, il faut du conseil et des expériences. C'est ça. Et on voit que c'est un peu plus manifeste chez les travailleurs non salariés, chez les indépendants, chez les libéraux, justement, cette volonté d'aller un peu voir ailleurs, d'être un peu plus mobile. Claire, ça vous l'observez aussi chez vos cotisants. C'est vrai que finalement, le salariat apporte certains éléments de confort, on va dire, d'accompagnement. Je n'irais pas dire jusqu'à le fait d'être porté, assisté, mais ça amène moins spontanément à vouloir être proactif. Un travailleur non salarié, un indépendant, il est son propre patron. Donc il fait tout et il est même presque son propre DRH. Donc lui, il a le cap, il a la vision, très probablement il s'est trouvé justement en se disant mais moi j'ai envie de faire ça. Et donc il a le cap, la vision de ce vers quoi il veut aller. Il va avoir spontanément, il va peut-être aller ou en tout cas tester des actions de formation pour voir celles qui vont contribuer le plus en fait à accompagner le développement de son activité, de la façon dont il peut se développer et rayonner. Donc je pense que c'est peut-être plus spontané, plus naturel chez un travailleur indépendant. Et puis, ce sont des personnes aussi, attention, elles ne sont pas complètement travailleurs non salariés, ne veut pas dire être isolés. Ce sont des personnes qui exercent dans le cadre d'organisations professionnelles. Ça peut être aussi les branches professionnelles. Ils sont très au courant, la preuve. Exactement. Donc, ce sont des réseaux. Et ce sont des personnes qui, peut-être, justement, développent plus facilement ce côté de réseautage, de partage des bonnes pratiques, de partage d'identification des bonnes formations à suivre, etc. Donc, c'est un état d'esprit différent, on va dire, les travailleurs non salariés. Ouais. Et comment on se positionne pour faire monter cet état d'esprit justement en mouvement, Sébastiani, quand on regarde ce chiffre, 62% des indépendants ont eu recours à une formation par leurs propres moyens. Vous les voyez aussi, évidemment, ces populations. Comment vous allez à la rencontre avec vos différents programmes? Vous avez parlé du CNAM tout à l'heure.
Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Oui, il y en a un notamment qui marche très très fort. C'est un programme autour des femmes des quartiers prioritaires de la ville qui veulent se former au métier de la cuisine. Et on a monté, alors pas que nous, c'est une association que l'on soutient. À Marseille qui est partie de Marseille. Et aujourd'hui, il y a 12 antennes, je vais vous en parler. Ça s'appelle Des étoiles et des femmes. C'est des femmes qui veulent se former à la cuisine. Et il y a tout un environnement qui va permettre la réussite de ce projet parce qu'on a des chefs étoilés qui se sont engagés, qui vont les prendre dans leur cuisine, donc qui vont les prendre en stage. On a les écoles hôtelières et on lève tous les freins à l'emploi et à la formation. On n'en a pas assez parlé. Il y a les freins à la mobilité. Ça coûte cher d'aller se former pour des gens qui sont issus des quartiers. Les frais de garde aussi, pour les femmes, il faut faire garder les enfants. Et notamment la remise à niveau scolaire. Parce que passer un CAP cuisine quand vous avez été déscolarisé très jeune, c'est compliqué. Mais tout ce programme-là permet aujourd'hui notamment d'avoir 98% de réussite au CAP. Et on a 80% de retour à l'emploi de ces femmes une fois qu'elles sont qualifiées. Donc, est-ce que la formation permet le retour à l'emploi ? Là, on a quand même une réponse assez évidente sur le sujet. Oui, c'est magnifique. Ça revient un petit peu à l'hybridation dont vous parliez, Thierry Pech. C'est-à-dire qu'il faut organiser ce développement, cet essaimage des formations. Donc, est-ce qu'il faut que ça soit de manière un peu spontanée ou est-ce qu'il faut l'organiser de manière un peu plus académique ? Il faut le rendre possible et probable quand elle est nécessaire. C'est pas... Juste un point. Quand on dit les indépendants, il y a deux mondes très différents dans les indépendants. Il y a les indépendants libéraux, bardés de diplômes, les consultants, eux, ça va. En effet, ils sont très indépendants, très autonomes et tout va bien pour eux. Et puis, il y a les indépendants Uber Eats. Il y a les livreurs de pizza. Et eux, on peut pas dire que tout va bien pour eux. Bon, eux, souvent, ils sont jeunes. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas d'horaire de travail. L'outil de travail, vous vous démerdez, pardon l'expression, pour l'entretenir vous-même. Et vous êtes dans un rapport de subordination économique réelle à une entreprise qui va vous dire oui, certes, il y a subordination économique, mais il n'y a pas subordination juridique, donc je n'ai aucune responsabilité sur vous. Donc là, on a un petit problème, parce que ça, quand même, ça se développe, c'est l'ubérisation. La requalification totale en salariat, c'est très compliqué. Il y a des pays qui essayent, mais ça revient à tuer ce type d'activité. Or, les jeunes les demandent. Donc je crois qu'il faut quand même construire des droits autour de ces situations pour donner à ces jeunes la chance de s'épanouir un peu, éventuellement de changer de voie, de faire autre chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire professionnaliser aussi ces formations davantage ? Gilbert Sette et Jacques Barthélemy avaient fait un livre il y a 2 ans sur l'avenir du droit du travail. Ils disaient qu'il faut passer à un droit de l'activité professionnelle. D'accord. En disant on va mettre tous les actifs dans une continuité de droit et les protéger à proportion de leur autonomie économique réelle. L'indépendant, super diplômé, consultant, etc., il n'a pas tellement besoin du droit du travail. En revanche, tout en bas de la chaîne, l'ouvrier doit être mieux protégé que le cadre. Et a fortiori, le jeune livreur indépendant doit faire l'objet doit avoir des chances d'être protégé plus grandes. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais par exemple en termes de droits sociaux, d'accès à l'assurance maladie, aux cotisations retraite, enfin tous ces droits sociaux, il n'est pas normal que les indépendants du bas de la chaîne soient beaucoup moins bien protégés que les autres. Il faut qu'on fasse ce travail d'invention d'un droit de l'activité professionnelle qui inscrive tous les actifs dans une continuité de droits. Vous voulez réagir, David ? Oui, je pense que c'est un des vrais sujets. La formation professionnelle et son financement et sa capacité à pouvoir accéder à la formation professionnelle doit relever de cette réflexion-là, qui est un espèce de filet de sécurisation professionnelle un peu large. Il y a eu des prémices avec le CPA à l'époque, le CPF en est une brique, le compte personnel de formation en est une brique. Il est tout à fait essentiel. Sauf qu'il y a des trous dans la raquette et il y a des gens qui échappent actuellement, notamment les travailleurs non salariés, Uber Eats, etc., parce qu'ils ne participent pas du modèle social et de son financement, mais n'en ont pas non plus le retour et les bénéfices. Et c'est à mon sens, il y a un vrai effort collectif, sociétal, à repenser tout ça. Et ce que vient de dire Thierry, je partage en totalité. Il y a un vrai sujet de reconstruction.
Gilbert Cette et Jacques Barthélemy citaient un jeune homme dans leur enquête qui avait une phrase, je pense que ça résume beaucoup de notre discussion aujourd'hui, mémorable. Il disait « Mon grand-père a travaillé pour une entreprise, mon père a travaillé pour 3 entreprises, moi je travaille pour 3 entreprises en même temps. » C'est ça. Oui, c'est intéressant. Merci pour cette formule conclusive. Voilà, on a fait les constats, des projections avec vous, des initiatives remarquables aussi, et puis des rôles bien marqués pour chacun des acteurs.